évidemment, là, vous aborderez la question judéo-chrétienne. Voilà. Mais vous êtes toujours athée? Ah oui, plus que jamais. Et pourtant, vous allez consacrer 500 pages à Jésus. Non, pas tant à Jésus qu'au christianisme, mais Jésus, de toute façon, je lui ai réglé son compte dans un livre qui s'appelait Théorie de Jésus, et je raconte que c'est un concept. Bonsoir Michel Onfray, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous étiez venu il y a quelques années dans Conversation chez La Pérouse. Mais première question, pourquoi êtes-vous boycotté par certains médias? C'est vrai, là c'est un projet immense d'écrire une histoire philosophique de l'Occident, en commençant bien sûr par l'Antiquité gréco-romaine. Et en quoi est-ce un problème de vous recevoir par exemple sur France Inter ou France 2 ou je ne sais quoi? Alors là, vous me posez une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que je ne sais pas. Vraiment, je constate simplement que je suis interdit de service public. Enfin, ici ou là, on a pu m'inviter une fois sur France Inter pour me demander de parler des huîtres dans l'émission de François-Régis Gaudry. C'est arrivé. Oui. Donc on pourrait dire, mais de quoi vous plaignez-vous? Vous avez été invité une fois ici, et une autre fois là. Donc 2 ou 3 fois, il y a eu des gens qui ont pris quelques risques et qui m'ont laissé la parole, mais je ne sais pas pourquoi. Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur le Figaro Télé et chez La Pérouse dans Conversation, qui est une émission libre et qui est sur toutes les plateformes, et par conséquent, voilà, j'espère qu'on rattrape cette censure, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est une histoire philosophique de l'Occident qui commence par déambuler dans les ruines des philosophes de l'Antiquité. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que les ruines, vous en parlez, c'est-à-dire que c'est un moyen. Le fait de voir, par exemple, le Colisée à Rome ou de voir le Parthénon à Athènes, c'est un moyen, justement, de réactualiser ces penseurs-là, puisqu'il reste quand même quelque chose en dehors de leurs écrits. Oui, alors les ruines, ce sont des ruines philosophiques aussi, c'est-à-dire que Épicure, par exemple, a publié 300 livres. Et il nous reste 3 lettres. C'est incroyable. Voilà, donc c'est comme si vous aviez 4... C'est des papyrus, je crois. Oui, on en retrouve quelques-uns, la Herculanum, puisque le Vésuve a grillé tout ça, a calciné tout ça, et l'intelligence artificielle permet de développer virtuellement, et on va découvrir probablement des textes inédits, puisque c'était la villa des Pisons, que c'était un épicurien qui avait cette bibliothèque épicurienne, donc on va probablement découvrir des choses extraordinaires. Mais il nous reste très peu de choses, c'est-à-dire que quand vous avez 3 lettres, dont 2 sont consacrées à des choses, je ne vais pas dire inutiles, mais enfin la cosmogonie par exemple ou la physique, donc juste une lettre à Ménécée qui est la lettre morale sur l'éthique, on se dit mais toute une résistance au christianisme s'est constituée sur 4 pages, 5 pages quoi. Donc oui, ce sont des ruines, pendant que d'autres sont restés des monuments debout, je veux dire tous les monuments qui sont Platon ou Aristote par exemple, tous les gens qui sont compatibles avec le christianisme ont été préservés, et tous les gens qui étaient susceptibles d'être des ennemis, des adversaires intellectuels du christianisme ont été détruits, comme on a détruit les monuments. D'ailleurs, quand Constantin se convertit au christianisme, il détruit les temples. Et si vous allez à Rome aujourd'hui et que vous êtes devant l'arc de Constantin, il est fait de débris qui ont été prélevés sur les temples païens. Donc c'est pas que le temps qui a fait son office, c'est aussi l'homme qui a voulu volontairement. Oui. Ce qu'on ne dit pas. Donc vous faites ici, dans ce livre, ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire vulgariser la philosophie, et c'est pas un mot dévalorisant, c'est de la pédagogie, comme dans votre contre-histoire de la philosophie, et comme à l'Université populaire de Caen, de 2002 à 2015, où vous aviez vraiment fait ce travail d'essayer d'apporter, d'expliquer et de simplifier, mais de manière quand même exigeante, l'histoire de la philosophie. D'où vous est venu ce goût pour la pédagogie? Parce que vous étiez prof? Oui, 20 ans. 20 ans dans un lycée technique privé, ce que j'ai souhaité vraiment faire, parce que quand j'ai soutenu ma thèse, ma directrice de thèse, qui était Madame Goyard, m'a dit maintenant vous allez apprendre l'allemand en Suisse parce que vous êtes nul en allemand, l'anglais à Ottawa parce que vous êtes nul en anglais, il avait raison, et je le suis toujours, et puis après vous reviendrez dans une fac française, puis après vous serez prof à la fac de Caen, et donc cette dame a été extrêmement importante pour moi. Je ne sais plus pourquoi je vous parle de Madame Goyard. En fait, parce que je vous demandais d'où vous venait ce goût pour le partage et la transmission. C'est ça. Et elle était très... pédagogue, au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'était de la philosophie politique et juridique. Elle prenait une thématique, souvent la loi, souvent le droit, et elle faisait des tranches. Le droit, chez Hobbes, et chez Kant, et chez Locke, et etc., chez Nietzsche, chez tout le monde.
Et je me disais, les livres importants, denses, compliqués, elle les transmet bien et on les comprend véritablement. Et puis Gère Fagnon, qui a été mon vieux maître, alors lui pour le coup un maître de sagesse personnelle, et qui m'a enseigné la philosophie antique, et quand il était à son bureau, il nous racontait Rome comme si on y était, quoi. Ouais. Donc on entendait les bruits de Rome, on voyait les prostituées passer, on sentait quasiment l'odeur des foulons ou des... Mais il y a de ça dans, il y a de ça dans des déambulations dans les rues. Moi je trouve que vous rendez tous ces gens humains. Et ça, c'est une grande qualité, franchement. Eh ben, merci beaucoup. Mais ce que je voulais, c'est que les humains puissent rencontrer d'autres humains. Oui. C'est-à-dire qu'un chauffeur de taxi, j'en vois de temps en temps qui me disent « Ah, j'ai écouté vos cours, etc. » puisse retrouver leur compte à un chapitre sur... Nous parlions, vous et moi, juste avant cette émission, de Plotin. C'est pas quelqu'un que votre père lisait. J'ai lu votre beau livre. Et c'est pas facile, Plotin. Et j'ai eu un cours sur Plotin par Gère Fagnon qui nous a dit un jour, bon, alors là, préparez-vous, ça va être le noyau dur. Je vais vous expliquer les hypostase, la dialectique ascendante. J'ai jamais rien compris. Fuir seul vers l'un, c'est ça l'idée. Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut partir vers l'unité de l'âme et de l'univers. Il y a un bien qui, en grec, peut être dit aussi le logos, c'est-à-dire la raison. En fait, c'est Dieu, c'est le Dieu d'avant les chrétiens, et c'est un Dieu qui n'est pas anthropomorphe. Il n'a pas une barbe comme vous, il n'a pas votre beauté, il n'a pas votre intelligence, il n'a pas tout ça. Le Dieu de Platon, c'est une espèce de puissance créatrice, c'est la puissance qui veut les puissances, etc. Et c'est situé hors le temps, hors l'espace, et voilà. Et un platonicien, et Plotin était un néoplatonicien, nous dit « Dépouillez-vous de tout ce qui vous embarrasse sur Terre, le corps, les désirs, les passions, les pulsions, la chair, etc. Débarrassez-vous de tout ça. Et il y a en vous quelque chose qui s'appelle l'âme, qui est immatérielle, qui est susceptible d'entrer en relation avec le principe immatériel du monde. C'est-à-dire que vous avez une ligne directe avec l'absolu, qui est votre âme. Donc laissez tomber tout ce qui est corporel, magnifiez votre âme, et votre âme, elle va grimper vers l'un bien. Et quand vous connaîtrez l'union, enfin quand vous aurez une union avec cet un bien, vous connaîtrez l'extase. Donc c'est une mystique, c'est une pensée mystique. Il l'a connue 4 fois dans son existence, alors qu'il a passé sa vie à ne pas boire, à ne pas manger, pas de sexualité, à ne pas laver son corps, à détruire son corps, à salir son corps. Désirer la douleur. Oui. C'est quand même une phrase un peu masochiste. Complètement. C'est Platon. Le corps nous entrave, l'âme nous sauve, et si vous voulez vraiment sauver complètement votre âme, eh bien, méprisez votre propre corps. Vous imaginez bien que le christianisme va faire ses choux gras de tout ça. Vous ne l'avez pas vraiment mis en pratique parce que vous êtes plutôt un matérialiste hédoniste. Qu'en savez-vous? Parce que j'ai lu votre œuvre. Oui, non, moi je ne suis pas plotinien, je ne suis pas platonicien, et je ne pense pas que ce soit la voie royale en philosophie de détester la seule vie que nous ayons à disposition. Mais enfin, vous l'avez très bien expliqué. Si on doit vous donner une étiquette, je sais que vous détestez ça, mais imaginons que vous aviez le choix, je vous en donne plusieurs. Êtes-vous un humaniste, un conservateur, un hédoniste, un réactionnaire, un fasciste, un matérialiste, ou rien de tout ça? Oui, fasciste, je dirais. Non, ça c'est fasciste, c'est vrai. Ça fait partie des insultes comme extrême droite ou etc. Est-ce qu'on l'entend beaucoup? On vous dit ça pour vous disqualifier. Oui, en fait. Bien sûr, pour ne pas lire, pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir, pour ne pas débattre aussi surtout. Si quelqu'un est d'extrême droite ou fasciste, qu'est-ce que vous allez vouloir débattre avec quelqu'un qui est d'extrême droite? Donc, si vous faites tout ce travail-là, c'est justement pour répondre à ça. C'est-à-dire pour dire, moi je crois que vous êtes plutôt comme Montaigne, un humaniste, non, ou un honnête homme. Oui, ça me va. Non, mais moi je reste... Vous savez, à 17 ans, j'ai découvert Proudhon et je suis toujours proudhonien. Et donc, on ne me donne pas l'occasion de me demander pourquoi je l'étais, pourquoi je le suis toujours. Pourquoi êtes-vous proudhonien? Mais parce que c'est une gauche anti-marxiste et une gauche anticommuniste, c'est une gauche antilibérale, c'est une gauche qui propose des solutions concrètes, vraiment, pas du tout de la théorie comme chez Marx. Alors attendez, vous êtes un social-démocrate? Non, surtout pas. Beaucoup de lecteurs seront déçus. Non, surtout pas social-démocrate. Les sociodémocrates sont des libéraux. Je ne suis pas libéral, il y a ça de constant chez moi depuis toujours. Oui, donc plutôt souverainiste de gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Chevènement, par là? Alors, Chevènement, c'est compliqué, lui-même se perd un peu. Le dernier Chevènement se met à célébrer Macron, ça devient difficile. Il nous dit qu'il n'est pas souverainiste, il ne veut pas qu'on utilise le mot islamo-gauchiste. Bon, il y a eu plusieurs chevènements. Oui, d'accord, mais en fait, vous êtes contre l'Europe tout en étant... Contre l'Europe maastrichtienne, pas social. Contre l'Europe. Vous êtes social. Ah bah oui, c'est le minimum, c'est d'avoir le souci du peuple et de se dire, si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, ce que je crois, je suis ce démocrate-là, celui qui dit demander au peuple. Alors populiste, disent aussi mes ennemis, mais ça m'est assez égal. Je veux dire que moi, j'ai
j'ai un cap dans ma vie qui est celui que m'a donné mon père, qui était ouvrier agricole, qui n'est plus là. Et je ne plierai que sous le regard de mon père qui me dirait c'est pas bien ce que tu fais. Votre livre est construit par thème, c'est-à-dire il y a le couple, la vérité, la nourriture, le bonheur, le plaisir, ce qui est une manière aussi de revisiter les connaissances et de simplifier la lecture. Donc ça, c'est vraiment merci pour ça. Mais quand même, j'ai envie de continuer d'énumérer les penseurs parce que c'est assez passionnant comment vous arrivez à les rendre vivants. Et il y en a un, on sent que vous le préférez à tous les autres, c'est Diogène. Franchement, on sent là. D'ailleurs, c'était le titre de votre premier livre qui s'appelait. En fait, c'était le titre que l'éditeur a refusé de votre premier livre. Qui s'appelait Diogène Cannibale. Diogène Cannibale. Et qui a été transformé par mon éditeur en Le ventre des philosophes. Le ventre des philosophes. C'est pas le même livre. Mais quand même, alors d'abord, c'est un cynique. Oui. Il se masturbe en public. Il urine sur les statues. On connaît sa phrase à Alexandre Le Grand. Il dit en gros, tire-toi de là. La traduction, c'est tire-toi de là. Au toit de mon soleil, parce qu'il veut rester au soleil et avoir chaud. L'important, c'est d'avoir la chaleur du soleil, c'est pas d'avoir la visite d'Alexandre. Voilà, c'est Poutine qui vient vous voir chez vous. Vous dites excusez-moi, mais c'est l'heure des chiffres et des lettres. J'ai autre chose à faire que de vous écouter. Non, mais en fait, ce qui vous plaît chez Diogène, c'est qu'il les provoque. C'est sa liberté. C'est sa liberté. C'est pas dans la provocation que, justement, dénuder les chimères. Moi, je vois, au bout du compte, avec 150 livres écrits, etc., que, sans savoir, j'ai fait un trajet diogénien, c'est-à-dire de démythologisation. C'est-à-dire démythologie. Vous êtes quand même habillé, hein, je précise, je peux pour les gens qui écoutent à la radio. Si vous voulez que je me déshabille, je peux le faire. Mais sur la psychanalyse, sur Sade, sur Saint-Germain-des-Prés. De démystification. Ça. Et sur le mythe de Sartre, de Saint-Germain-des-Prés, etc., etc. Et puis, en même temps, ça ne veut pas dire que je ne fais que détruire. Je dis aussi du bien de plein de gens à côté de tout ça. Si je dis du mal de Sartre, c'est parce que je dis du bien de Camus. Si je dis du mal de Freud, c'est parce que je dis du bien, par exemple, de Pierre Janet ou de la psychanalyse existentielle, etc. Mais on ne voit que la négativité chez moi. On est dit, mais il n'y a que ça chez Onfray. Et le jour où je fais un livre de 500 pages sur la politique de Camus, on me dit, encore un livre contre Sartre. J'ai dit non, j'ai pas fait un livre contre Sartre, j'ai fait un livre pour Camus. Pour Camus. Voilà. Très intéressant parce que alors le tome suivant évidemment sera sur la chrétienté, sur le christianisme, sur il s'appellera Construction d'une cathédrale. Évidemment, là vous aborderez la question judéo-chrétienne. Voilà. Et le passage pour le coup d'une civilisation de l'honneur. C'est-à-dire c'est déshonorant de dire j'ai mal, je souffre, etc., à une morale de la culpabilité, du genre je suis coupable de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est Adam un jour qui a commis une faute qu'il m'a transmise depuis, et c'est dans l'ordre des choses. Mais vous êtes toujours athée ? Ah oui, plus que jamais. Et pourtant vous allez consacrer 500 pages à Jésus. Non, pas tant à Jésus qu'au christianisme, mais Jésus, de toute façon, je lui ai réglé son compte dans un livre qui s'appelait Théorie de Jésus, et je raconte que c'est un concept. Oui, donc, mais bon, bien sûr. Maintenant, c'est devenu Jésus, parabolique, c'est devenu... Ah ben oui, le problème, c'est qu'on ne veut pas penser la construction de notre Jésus, comment il a été construit. Et ensuite, on ne veut pas penser la construction non plus de notre Occident. Or, il y a 10 siècles, c'est le prochain volume, 10 siècles de ce qu'on appelle la patristique, les pères de l'Église, que personne ne lit, c'est-à-dire les Grégoire de Nazianze, les méthodes d'Olympe, les Dorothée de Gazan, les Paulin de Nol, enfin tous ces gens qui... là, je lis Justin de Naplouse, par exemple. Oui. Je pourrais même donner un faux nom, et puis vous ne vous apercevriez même pas. Et pourtant, tous ces gens-là, il y a une collection qui s'appelle Sources chrétiennes, qui est l'équivalent de la collection Budet pour les Grecs et les Latins, qui prend une place considérable dans une bibliothèque. On ne lit pas ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'entre Jésus, c'est en l'an 0, et puis l'Église telle qu'on la connaît, il s'est passé 10, 11, 12 siècles. Alors, entre Jésus et l'Église, il s'est passé de 33 à 313. Ouais. C'est-à-dire que de la crucifixion du fameux Jésus à 312, 313, enfin, les moments où Constantin se convertit au christianisme et dit « mais moi, je convertis l'essentiel de l'Empire au christianisme ». Et là, pour le coup, il arrête un christianisme. Pour le coup, à l'époque, il y a autant de chrétiens qu'il y a de christianisme, il y a de chrétiens. Et lui, il dit « voilà, maintenant, le christianisme, c'est ça ». Et il y a des conciles, et ça devient autoritaire, etc. Puis après, l'Église arrête avec des conciles, les pensées sur ceci, sur cela. Est-ce que, par exemple, pouvait être en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. La Sainte Trinité, c'est quand même un drôle de truc. Vous dites, mais le bon sens voudrait ça, j'ai jamais compris. Et pourtant, je suis catholique, mais j'ai jamais compris la Trinité.
On me l'a expliqué souvent. Oui, mais il y a une image qu'on crée au Moyen-Âge et qui est un enfant qui est en train de creuser sur une plage. Il fait un trou dans la plage et il veut vider l'eau de la mer. Et il y a Augustin qui est là et qui dit mais tu n'y parviendras pas. Enfin, c'est pas possible. Il lui dit mais pas plus que tu ne saurais prouver que la Sainte Trinité est une vérité. Et de fait, si vous dites je suis le Père, eh ben immanquablement le Fils arrive après. Si vous êtes le Père, vous avez généré le Fils. Mais là, on vous dit ah non, le Père et le Fils, ils sont consubstantiels. Et vous ajoutez à ça le Saint-Esprit. Et donc, c'est un article de foi. C'est compliqué. Simplement, ça se construit. Jésus, là, si vous cherchez dans les évangiles, il n'est pas question de la Sainte Trinité. C'est par la suite. Ouais. Et ça va être la même chose avec l'Immaculée Conception, ça va être la même chose avec ce qu'on appelle la transubstantiation. Le corps du Christ est-il dans l'hostie? Le sang du Christ est-il dans le calice dans lequel se trouve du vin blanc? Non, mais c'est passionnant. Après, j'ai une question qui me vient, qui n'est pas forcément agréable. Quand je vous entends parler de philosophie, vous êtes vraiment très brillant et très accessible. Mais vous vous exprimez beaucoup sur l'actualité, dans des émissions, sur CNews, ailleurs, même si vous êtes boycotté par pas mal de chaînes. Mais vous ne pensez pas quand même que votre vrai rôle, ce serait plutôt de rester philosophe avant tout? Pourquoi avez-vous toujours ce désir de participer au débat contemporain, parfois un peu vain, et du coup, on vous pose des questions qui peut-être vous intéressent moins en plus? Oui, non, mais je suis convaincu de ça. Mais il n'y a pas de philosophes chez lesquels il n'y ait pas de dimension, je dirais intellectuelle, enfin, vous voyez, dans le sens 19e siècle du terme, c'est-à-dire intervention dans la cité. Tous les philosophes sont intervenus dans la cité. Et alors, je ne dis pas que les philosophes n'ont laissé leur nom que dans l'intervention dans la cité. Mais regardez Bergson, il écrit, je sais pas, Matière et mémoire, il écrit l'énergie spirituelle, mais en même temps, il combat au moment de la Première Guerre mondiale contre les Allemands. Il a d'ailleurs un prix Nobel de littérature parce qu'on ne peut pas lui donner un prix Nobel de la paix, mais parce qu'il est impliqué. Regardez Sartre et Camus, il s'implique dans la question du communisme, du marxisme, du goulag, etc. Et puis prenez-les tous. Voltaire, par exemple, l'affaire Calas, Sirven et autres, Rousseau, qui lui-même, etc. En fait, tous se sont impliqués dans leur temps. Est-ce que c'est ça qu'on retient de quelqu'un? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les gens ne lisent plus la Henriade de Voltaire, alors que Voltaire pensait qu'il laisserait un nom pour cette tragédie, et se souviennent en revanche de l'affaire Calas, ou du rôle de l'intellectuel, etc. Et que je ne peux pas, autre réponse, et je ne peux pas laisser le monde comme il est, aller comme il va, sans donner mon grain de sel. Simplement, c'est ceux qui pensent que je ne suis que là qui se trompent peut-être un peu. J'ai fait une vingtaine de livres consacrés à des auteurs, à des peintres et à des artistes. Personne n'en parle. J'ai publié une dizaine de recueils de poèmes. Personne n'en parle. C'est-à-dire, on ne dit pas, la poésie de... Alors, on a le droit d'aimer ou pas aimer, mais de dire la poésie de Michel Onfray, personne n'en parle. Mais est-ce que publier ce livre-là, c'est peut-être justement une manière de répondre et de dire, regardez, je fais quand même aussi ce travail-là? Non, ça ne suffira pas. Ça suffira pas. Non, mais parce que je vois bien, enfin, je lis pas ce qui s'écrit sur moi, mais je vois bien comment Libé pourrait dire, regardez comment, avec son histoire philosophique de l'Occident, il défend les idées d'extrême droite, l'Occident chrétien, etc. Non, mais je suis d'accord avec vous. Là, en plus, non, puisque c'est pas encore le temps de la chrétienté. Je vous dis ce que dirait Libération, a peut-être dit d'ailleurs, j'en sais rien, ou Le Monde, ou France Inter. Les gens qui ne veulent pas m'aimer ont toutes les raisons du monde de ne pas m'aimer, ils les trouveront partout. Si je me tais, c'est parce que je suis vaincu. Si je parle, c'est que j'ai tort. Je suis 10 ans interdit de service public et personne ne dit que c'est anormal. Et j'interviens avec Laurence Ferrari sur CNews pour une émission où je suis totalement libre. Et on me dit que je suis passé du côté de l'extrême droite, etc. Ça, il faut laisser parler. Non, oui, exactement. Il faut penser comme Marc Aurèle. Oui, absolument. Aurèle, ça coule sur les plumes d'un canard. Alors, devine tes citations, Michel. C'est le jeu de l'émission. Je vais vous lire des phrases de vous. Vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. Faut accélérer malheureusement parce que le temps, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, c'est pour ça. Alors, j'ai 17 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Ça, c'est facile pour moi de répondre parce que j'ai reçu là les épreuves de mon prochain livre et vous avez jeté un coup d'œil dessus. Donc c'est le prochain qui s'appelle L'anarchie positive et qu'un éloge de Proudhon. De Proudhon, voilà, exactement. Donc vous en avez parlé tout à l'heure. Mais en même temps, cette incipit, c'est un hommage à la célèbre phrase de Paul Nizan. Bien dans sûr. Aden Arabi, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Là, vous êtes, à 17 ans, vous pensez, le plus bel âge de votre vie? Pour moi, oui. Est-ce que vous étiez enfin sorti du pensionnat? Il y a ça, et puis il y a le fait que je quitte aussi le lycée, j'ai mon bac en juin 76, j'ai donc 17 ans, et là j'entre à la fac, et c'est un moment pour moi je découvre une lecture forcenée, je lis 12-15 heures par jour, enfin tout le temps, quoi. Les cours à la fac, les séances chez un vieux libraire d'occasion que j'aimais beaucoup,
revenons sur ce pensionnat 2 secondes, parce que vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé au moment de l'affaire Bétharam, mais c'est quand même un peu aussi votre enfance. Vous étiez dans ce que vous appeliez un cloaque anthropophage, un endroit chez les prêtres salésiens à Giel, de 1969 à 1974, où vous avez vraiment connu les châtiments corporels, les tabassages, la faim, le froid, la saleté, une douche par semaine. Oui, et du sport tous les jours. Et du sport tous les jours. Oui. Non, moi, j'ai pas connu personnellement les passages à tabac, mais j'ai assisté à ça. C'est-à-dire que ça pouvait nous arriver, puisqu'on voyait que quelqu'un qui finissait sa phrase alors qu'on nous avait demandé le silence se faisait tirer par les cheveux, mettre à terre et traverser le réfectoire à coups de pied et laisser des traces de sang parce qu'il saignait du nez sur la totalité du carrelage du réfectoire. Surtout les hurlements. Oui. Donc ça, j'ai connu les curés qui tripotaient les petits garçons, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais y compris, moi, j'ai fait j'étais dans un club photo où le mercredi après-midi, dans une chambre obscure, je me trouvais avec un curé pédophile qui ne m'a jamais touché. Mais je savais pourtant qu'il en touchait d'autres et qu'il en tripotait d'autres. Donc moi, j'ai vécu dans la terreur d'une pédophilie qui ne m'a pas concerné vraiment. À la fin, je veux dire, il y avait un prof de musique, j'étais au premier rang, il nous mettait au dernier rang, et puis au dernier rang, parce qu'il n'était pas vu, il mettait la main dans le cou des gamins, il tripotait le cou des enfants. Ça m'est arrivé personnellement, mais je vais pas non plus en faire 10 livres comme Christine Angot, encore que elle était violée. Mais peut-être que elle était violée, c'est pas la même chose. Mais en disant j'ai été abusé, ça m'a détruit, vous vous rendez compte, ou etc. Mais d'autres ont été, oui, tripotés sexuellement, on savait quels étaient les curés, on savait... Mais moi, je suis devenu ami après avec ceux qui ont été mes profs laïcs dans cet endroit et qui m'ont dit on ne savait pas ce que tu as raconté, on ne le savait pas. Et c'était très hermétique. Il y avait les profs, les profs qui n'étaient pas des prêtres, puis les prêtres. Ils se côtoyaient, mais personne ne savait la violence qu'il y avait dans ces endroits-là. Mais pardon de faire une analyse freudienne, puisque vous n'aimez pas Freud, mais quand même, quand on a vécu ça enfant, ensuite, ça peut expliquer pourquoi on est rebelle, qu'on veut absolument défendre toujours la liberté, et Diogène, et tout ça. Oui. Non, mais vous avez raison. Donc voilà, psychanalyse de bazar, mais elle a quand même lieu chez la Pérouse. Non, ça s'appelle de la psychologie plus que de la psychanalyse. et j'ai le projet d'écrire l'équivalent d'un pourquoi et comment suis-je devenu ce que je suis devenu pour montrer comment. Alors vous avez raison sur ça, l'espèce de... Vous savez, De Gaulle disait qu'il était l'homme de personne, et j'aime beaucoup cette formule, être l'homme de personne. Et ça explique aussi une autre chose. Parce qu'en fait, c'était une prison, vous étiez dans une prison, voilà, comme mon père, c'est ça. Vous étiez en prison, et en plus vous ne rentriez même pas chez vous le week-end. Non, toutes les 3 semaines. Donc, pendant combien d'années? 4 ans, 10-14, entre 10 et 14 ans, oui. Donc, et puis surtout la détestation de l'intelligence, des livres, de la culture. C'est-à-dire que j'ai des amis jésuites, enfin pas jésuites, mais qui ont été éduqués chez les jésuites. C'est pas du tout la même chose. On aime les livres, on apprend le grec, le latin. Et là, c'est les Salésiens. Là, ce sont des Salésiens pour qui l'essentiel consiste à vous donner un métier pour pouvoir subvenir à vos propres besoins. Donc, moi, on voulait, par exemple, que je sois tourneur-fraiseur. Et on m'a dit, tu vas jusqu'en 3e, et puis après, tu rentres pour faire un CAP de tourneur-fraiseur. Et comme je le lisais, que j'aimais lire, j'étais un PD, selon l'expression consacrée, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire détestation, détestation des intellectuels, de l'intelligence, de la lecture. Alors, il se fait que j'étais bon en sport, mais que j'aimais pas le sport. Alors ça, c'était péché mortel. Et on pouvait vous punir pour une lecture. M'humilier. Pas me punir, mais m'humilier, oui. Par exemple, moi, je lisais beaucoup et tout ce qui me tombait sous la main, il y avait sélection du Reader Digest, vous savez, je ne sais pas si ça existe encore. Enfin. Non. Et un jour, je lisais ça parce que ça traînait dans une bibliothèque de l'orphelinat, parce que ça s'appelait un orphelinat. Et le soir, il y avait toujours un mot du soir, et le curé qui voulait m'humilier, s'appelait le père Moal, et que Dieu qui n'existe pas est son âme, mais il commence à lire ce texte, et là, pour m'humilier, il me dit « Ah, toi, qui lis tout le temps, qui n'aime pas le sport, etc. » C'est de qui cette phrase ? Ah, il faisait devine tes citations comme moi. Oui, c'est ça. Et donc, il se fait que, et là, probablement, Dieu s'est mis à mon côté ce soir-là. Même s'il n'existe pas. Oui, j'avais lu cette phrase, j'avais lu cet article. Ah oui. Et je lui dis, alors évidemment, j'ai 12-13 ans, et là je dis, c'est de Pierre Teilhard de Chardin. Pas mal. Et alors là, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, vraiment, comment il a fait, c'était pas compliqué, j'avais lu le livre 3 jours avant lui, il avait été laissé quelque part, et il avait retrouvé ça, enfin voilà, il n'y a pas de mystère à ça. Mais si vous voulez vraiment comprendre pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu, ça s'est fait avec un livre qui s'appelle, que vous connaissez évidemment très très bien, qui est d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Et ça pue dans ce dortoir où
où on est 120. 120, c'est 240 chaussettes, c'est 120 slips, c'est tout le monde qui pue, qui sale, qui... Et je dis une douche par semaine et du à sport. l'eau glacée. Et tous les jours du sport. Et là, je découvre qu'en ouvrant ce livre, je suis au milieu de la mer et que ça sent la mer et que je suis en train de pêcher le marlin et que je ferme le livre, ça sent mauvais, j'ouvre le livre, je suis en plein... Et je découvre la magie du livre. Et là, je commande un petit carnet. On avait la possibilité de commander des fournitures, comme on disait à l'époque, pour moi-même. Et là, le monsieur qui s'occupait de ça, qui s'appelait Monsieur Naturel, me dit « Mais pourquoi tu veux un petit carnet? Qui demande ça ?» Et je dis bah, « C'est moi, c'est pour faire un répertoire pour l'anglais. » « Mais on t'a demandé ça ?» Je dis « Non, c'est moi qui ai envie de dire. » Il me dit « C'est une excellente idée. » En fait, c'est pas vrai, j'avais juste envie d'écrire une histoire. Ah oui. Pourquoi je suis nul en anglais? J'ai pas fait de répertoire. Et j'écris une fiction. J'avais entre 10 et 11 ans. Et là, je raconte c'est un petit roman, quoi. Il y a eu un cahier de Lerne qui m'a été consacré, on a publié ce petit texte-là, que je n'ai pas pu relire d'ailleurs, avant publication. Mais donc, je comprends à ce moment-là que le salut vient de l'écriture et de la lecture. Donc oui, vous avez raison, ça fait de moi, je ne vais pas dire un insoumis, le mot est préempté, mais un dissident, un rebelle, un anarchiste au sens proudhonien du terme, et puis une espèce de cinglé de l'écriture et de la lecture, ça c'est sûr. Et si y a des parents qui nous regardent, qui se demandent quel livre faire lire à leurs enfants, Le vieil homme et la mer d'Hemingway, c'est une merveille. C'est très court et c'est vraiment, il y a tout l'univers dedans. Juste, on doit encore accélérer, je suis navré, c'est passionnant. Une autre phrase de vous, ne trichez pas. Ah non. Où avez-vous écrit « Le monothéisme sort du sable » Traité de la théologie. Exact, 2006. Oh là là. Encore. Où avez-vous écrit « Mon père est mort dans mes bras 20 minutes après le début de la nuit de l'Avent » C'est la première ligne de Cosmos. Première phrase de Cosmos, encore réussie. Ah, une dernière que j'aime beaucoup. J'écris mes livres, contrairement à quelques ennemis... Voilà, c'est une preuve. En hiver, pour ce motif futile d'une conversation à voix basse, les coupables ne se dénonçant pas, le dortoir se retrouve dehors, 120 enfants en pyjama dans la nuit noire, la lumière bleue de la lune colorant les plaques de neige restées dans la cour. C'est dans la préface à La puissance d'exister. La puissance d'exister, 2008. Bon, vous avez tout gagné. Merci infiniment. Mais c'est parce que j'ai tout écrit. mais vous auriez pu aussi avoir la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Et vous avez une bonne mémoire. Je n'ai pas souvenir d'avoir mauvaise mémoire. Bravo, merci en tout cas. Merci beaucoup d'être venu et je suis très heureux qu'on ait pu parler. Voilà. D'autres choses que de politique. Moi aussi. Merci infiniment. Je voudrais conclure avec ce que je dis toutes les semaines. Et vous allez sûrement être d'accord, la littérature est à l'esprit ce que le sport est au corps.